Bonsoir et bienvenue dans Chaque Voix compte sur LCP Canal 8. On est ensemble pour une heure de décryptage et de débat en direct de l'Assemblée nationale avec à mes côtés ce soir Fanny Guinochet et Laurent Guimier. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Tout va bien? Très bien. Très bien. C'est parti pour le sommaire de Chaque Voix compte avec à la une ce soir MaPrimeRénov', mais pas tout. Fermé depuis fin juin, le guichet MaPrimeRénov' pour demander des aides pour rénover son logement a rouvert aujourd'hui. Mais vous allez voir que les critères d'accès ont été durcis et on va en parler avec nos trois premiers invités. Marie-Amandine Stévenin, la présidente de l'UFC Que Choisir. Bonsoir. Bonsoir. Jean-Claude Rancurel de la CAPEB, la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment. Vous êtes vous-même plombier chauffagiste. Bonsoir et merci d'être là. Bonsoir. Aux côtés de Sébastien Martin, député LR, vous portez une proposition de loi pour décentraliser le dispositif MaPrimeRénov' et donner plus de prérogatives aux élus locaux. Vous nous direz pourquoi et comment. Votre chiffre du jour, Fanny? 1,2%, c'est le niveau de l'inflation en septembre, mais on verra que ça repart légèrement à la hausse. Et on en parlera tout à l'heure à suivre à 20h05. Quelle histoire? Avec Laurent Guimier. Quelle image avez-vous choisi de nous raconter ce soir, Laurent? On va aller dans les coulisses de la conférence de presse Trump-Netanyahou sur Gaza. Il s'est passé beaucoup de choses étonnantes et je crois qu'on est passé à côté d'un accident diplomatique. Je vais vous raconter ça. Dans la deuxième partie de Chaque Voix compte, place à la question qui fâche, alors qu'ont lieu demain les élections au bureau de l'Assemblée nationale. Le RN doit-il revenir ou être bouté hors des instances du Palais Bourbon? Nous attendons vos questions ou vos réflexions en flashant le QR code qui s'affiche ici, si tout va bien. Et tout va bien, le voici. On en débattra tout à l'heure avec Daniel Simonet, député écologiste de Paris, Frédéric Valtou, député Horizon de Seine-et-Marne, et Brian Masson, député RN des Alpes-Maritimes. Et puis à 20h30, Bourbon Express, le journal de l'Assemblée nationale, présenté ce soir par Valérie Brochard. Voilà pour le menu du soir. Installez-vous confortablement. Chaque voix compte, c'est parti. C'est l'histoire d'une porte qui se rouvre, mais une porte étroite et rabotée. Le guichet MaPrimeRénov' a été relancé ce matin pour permettre, vous savez, aux particuliers de rénover leur logement. Mais le guichet n'est pas grand ouvert. Les conditions d'accès à MaPrimeRénov' ont été réduites, les aides rabotées, et beaucoup s'interrogent ce soir sur la pérennité du dispositif pour 2026. 2 minutes pour comprendre d'abord, avec Hélène Bonduel. Pas moins de 2 ministres en janvier 2020 pour lancer en grande pompe MaPrimeRénov'. Une aide simple et efficace pouvant aller jusqu'à 10 000 €, promettait Julien de Normandie, le ministre de la Ville et du Logement. Le dispositif doit accompagner les ménages dans la rénovation énergétique de leur logement. La première année, seuls les propriétaires occupants sont concernés. 190 000 dossiers sont déposés et les délais de paiement de la prime s'allongent déjà. Le plan de relance de septembre 2020 va élargir la prime aux propriétaires qui louent leur logement. Les particuliers qui pourront bénéficier du dispositif de MaPrimeRénov' qui sera ouvert à tous les Français à hauteur de 2 milliards d'euros. Et les Français s'en saisissent. Nouvelles chaudières, isolation du toit ou des fenêtres. Depuis 5 ans, plus de 2,5 millions de ménages ont été aidés. 350 000 rénovations de grande ampleur qui ont permis à des logements de faire un saut parfois d'au moins 2 classes énergétiques. À l'Agence nationale de l'habitat, c'est l'embouteillage, au point qu'en juin dernier, le ministre de l'économie met un frein à la prime Rénov' pour 3 mois. Il n'y a pas de sujet budgétaire, on a prévu au budget 3,6 milliards et on a dépensé pour le moment 1,3 milliard. On a un vrai problème lié notamment au fait que la censure a bloqué le sujet pendant un certain temps et il y a ensuite une avalanche de demandes qui fait que les services sont encombrés. Et puis c'est vrai que c'est l'inconvénient de la stabilité des règles, c'est qu'en l'occurrence une certaine stabilité, ça permet aussi aux fraudeurs de s'organiser. Il y a 16 000 dossiers suspicieux, c'est-à-dire 12% du stock. MaPrimeRénov' est relancée aujourd'hui, mais contrairement à ce qui a été promis, les critères d'attribution seront beaucoup plus restreints. Seuls 13 000 dossiers seront acceptés jusqu'à la fin de l'année. Jean-Claude Rancurel, vous qui êtes à la CAPEB, mais qui êtes aussi vous-même plombier chauffagiste, qu'est-ce que ça a changé pour vous d'abord, la fermeture du guichet pendant 3 mois? Une déstabilisation. Nos clients n'ont plus rien compris en fait. On avait l'habitude,
je dirais, d'une MaPrimeRénov' qui était là. Ça a rencontré du succès, puisqu'il y a eu pas mal de dossiers. D'ailleurs, bon, on a arrêté parce qu'on nous a dit qu'il faut faire refroidir le moteur. Il y avait trop de rénovation d'ampleur. Certes, cette rénovation, et on va voir peut-être plus tard que ça va continuer malheureusement, mais a été captée par les entreprises commerciales, exclusivement commerciales, mais il y a quelques entreprises artisanales qui ont travaillé pour la rénovation d'ampleur. Donc le fait que ça s'arrête, les clients n'ont plus rien compris en disant mais l'État aide plus, qu'est-ce qu'on va faire? On va arrêter, on va reprendre. Voilà, et ça a été un peu, je dirais, un frein aux travaux de rénovation énergétique. Et ces clients-là, ils vous ont donné des nouvelles aujourd'hui? Le téléphone de votre entreprise a beaucoup sonné? Malheureusement, très peu. Malheureusement, très peu. Et concernant ma partie, je dirais, chauffage, oui. Non, le chauffage est en berne. Les clients, les particuliers n'investissent, ont peur d'investir, la peur de se faire arnaquer, puisque c'est vrai que ça a été mis sur le devant de la scène, hein, les arnaques. Les margoulins de la rénovation énergétique. Malheureusement, on téléphonait, les gens recevaient 3, 4, 5 coups de fil par jour. Moi-même, j'étais appelé pour me faire poser des pompes à chaleur. Et bon, voilà. Vous leur avez dit quoi au téléphone? Ah ben, qui voulait me vendre une pompe à chaleur. J'ai dit, mais vous n'avez pas entendu mon message, parce que ça fait 2 fois qu'on m'a appelé, je suis plombier chauffagiste. Mais non, enfin bon, voilà. En tout cas, ça a été capté par des margoulins, pas que, hein, mais on en a quand même profité. Mais ce qu'il y a, c'est que l'arrêt a déstabilisé le marché, à la fois le marché capté par les entreprises purement commerciales, et l'arrêt, ça a déstabilisé le marché. Il y a 2 raisons qui ont entraîné, qui étaient à l'origine de cette suspension. Marie-Amandine Stévenin, c'était, il vient d'en parler, les fraudes et trop de demandes. Je vous voyais sourire en écoutant ce que racontait Jean-Claude Rancurel. Il y a eu évidemment toutes les fraudes, mais il y a eu aussi toutes les demandes. Est-ce que, au fond, MaPrimeRénov', c'est pas un dispositif dont on a complètement sous-estimé qu'il allait marcher? Mais c'est ça qui est incroyable dans cette histoire, c'est qu'en fait, on le sait, il faut faire de la rénovation énergétique. On le sait, il y a des bouilloires thermiques, il y a des passoires thermiques. Donc vraiment, on sait, il faut rénover nos logements. Ça, c'est le premier point. Il y a des objectifs qui ont été fixés. 600 000 logements rénovés par an, 900 000 logements rénovés par an. Si on regarde, on a des objectifs à 2030 très, très forts. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé avec MaPrimeRénov'? On a mis des budgets. Au début, 4 milliards. On s'est dit, bon, 4 milliards, ça fait beaucoup. 3 milliards. Oh, 3 milliards, c'est encore un peu trop. Donc, on a mis 2,3 milliards. Les gens se sont emparés du dispositif, ils se disent on a besoin de faire des travaux et on peut être aidé financièrement. Donc on va y aller, on dépose des dossiers. Il y a tellement de dossiers qui ont été déposés qu'au mois de juin, on a dit stop. Et il y avait même tellement de dossiers déposés et c'était un engouement qui dépassait tout le monde qu'au début on nous avait dit ce sera arrêté au début du mois de juillet ou à la fin du mois de juin. En réalité, ça a été coupé dès le 23 juin. Et quand on dit aujourd'hui que c'est réouvert, il faut quand même préciser que c'est réouvert, et vous l'avez dit, sur une toute petite porte, et de toute façon, sur du 2026, à condition que la loi de finances soit votée. Donc on voit bien qu'en termes de financement, le rendez-vous n'est pas là, et les consommateurs, pourtant, souhaitent le faire. Et c'est ça qui est problématique, je pense, aujourd'hui. Vous le disiez, ce sont donc 13 000 nouveaux dossiers qui vont être acceptés d'ici la fin de l'année 2025, sachant qu'il y avait près de 70 000 dossiers cumulés sur le premier semestre de cette année. Comment ça va marcher? Ça va être premier arrivé, premier servi? Alors, le décret ne le dit pas comme ça, mais c'est sûr qu'il va y avoir un critère qui devra être mis en place. Alors, a priori, il va y avoir aussi une territorialisation, c'est-à-dire qu'en fonction des territoires, il va y avoir plus ou moins de demandes, mais on ne sait pas comment va se faire le choix. Et 13 000 dossiers, c'est très peu. C'est rien. Quand on voit le stock qu'il y avait, quand ils ont fermé au mois de mai, ils ont eu juste sur le mois de juin 29 000 dossiers. Donc on voit bien, c'est même pas l'équivalent d'un mois plein. Donc on ne voit pas comment ces 13 000 dossiers vont pouvoir résoudre la crise face à laquelle on est. En sachant que là, il est question d'examiner ces dossiers, c'est-à-dire que les travaux de rénovation commenceraient à quelle échéance? De toute façon, ce sera fléché qu'à partir de 2026. Les 13 000 dossiers pour lesquels c'est réouvert à partir d'aujourd'hui, c'est uniquement du fléchage pour 2026. Donc quand on dit on suspend pour 2025, mais on a réouvert, en réalité, personne ne va avoir de nouveaux financements sur les 13 000 dossiers qui vont être déposés là. Ça apporte de l'eau à votre moulin, Sébastien Martin, non, tout ça? Écoutez, si vous permettez, moi, je fais quand même un lien entre le nombre très important de dossiers et aussi la question de la fraude. Parce que je pense que certains ont confondu pompe à chaleur et pompe à fric dans cette affaire.
et ont mis en place un système très bien organisé pour appeler des plombiers chauffagistes pour leur vendre un système de chauffage, pour expliquer aux gens, ne vous inquiétez pas, on va faire tout le dossier pour vous et pour toucher les avances sur subvention, pour mettre en œuvre des projets de travaux pile, quasiment à l'euro près, calés sur le montant maximum de subvention, pour faire de faux diagnostics énergétiques, pour dire vous allez plus facilement gagner 2 classes énergétiques parce qu'on va vous dévaloriser, donc vous atteindrez plus facilement le D en vous dévalorisant, puisque finalement vous n'aurez qu'un seul cran à monter. Et tout ça, et tout ça. Mais pardon, tout ça, c'était pas anticipable. On ne se doute pas que quand il y a des dispositifs comme ça qui arrivent, il y a un effet d'aubaine pour les arnaqueurs. C'est plus compliqué de contrôler un dispositif depuis Paris qu'en proximité. Donc oui, effectivement, vous allez dire que ça apporte de l'eau à mon moulin. Je ne l'ai pas fait que pour ça, je l'ai fait aussi parce que je pense qu'aujourd'hui, la question de la rénovation énergétique du logement, à un moment où on s'interroge sur qui doit faire quoi, eh bien, doit être gérée en proximité. Vous pensez que l'Agence nationale de l'habitat, elle est dépassée par le dispositif? Parce que c'est elle qui gère les dossiers. Elle a été submergée. Et en tout cas, aujourd'hui, le fait d'avoir pris toutes les mesures qui ont été prises montre bien qu'on est sans doute dans la limite d'un système. L'idée est excellente. Accompagner la rénovation énergétique des logements est quelque chose d'indispensable. Ça participe au maillage économique de notre territoire parce que ça participe aux travaux faits par beaucoup d'artisans. Je n'ai pas de sujet là-dessus, mais je pense qu'aujourd'hui, on doit se poser la question de l'organisation de cette politique publique et qu'elle doit être décentralisée. Annie ? Après, à la décharge de ce dispositif, parmi les fraudes, on voit qu'il y a beaucoup de fraudes qui viennent quand même de l'étranger. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que ce soit pour voilà. Alors la question, c'est est-ce que si c'est délocalisé, vous pensez que si c'était le Grand Chalon qui pilotait ça, j'accepterais un dossier qui vient de l'étranger ou qui vient de l'autre côté de la France? C'est des adresses, c'est très compliqué quand vous discutez avec certains experts de Bercy notamment, ou en tout cas de l'appareil d'État. Il y a eu des rapports de la Cour des comptes là-dessus. Il y a beaucoup c'est des réseaux mafieux qui sont organisés, comme on a pu le voir sur d'autres dispositifs, sur le compte personnel de formation, ou sur... C'est vraiment... c'est des systèmes mafieux, donc c'est pas juste le petit artisan, entre guillemets, qui... Tout le petit artisan. Non, mais c'était pour préciser le type de fraude. C'était vraiment pour préciser. C'est vraiment des réseaux très organisés qui agissent depuis des puissances étrangères et qui viennent s'emparer, capter de l'argent public français. J'ai l'exemple d'une communauté d'agglomération qui, avant que ce dispositif soit mis en place, c'était à peu près 40% des travaux de rénovation énergétique qui étaient gérés par des entreprises locales. Depuis que le système a été mis en place, on est passé sous les 20%, ce qui illustre exactement ce que disait notre ami président de la CAPEB. Ce qui est sûr, c'est que c'est le grand flou, comme le disait Jean-Claude Rancurel, c'est le grand flou autant pour les artisans que pour les particuliers qui se lancent dans ces travaux. Reportage sur le terrain ce soir à Saint-Cyr-l'École, dans les Yvelines, avec Clément Perrault et Marion Devauchel. MaPrimeRénov', c'est reparti. Plombier chauffagiste à Saint-Cyr-l'École, dans les Yvelines, Thierry Laureau le sait, ses clients vont avoir des questions. Depuis aujourd'hui, on peut à nouveau déposer des dossiers MaPrimeRénov' avec des conditions qui ont évolué par rapport à tout ce qu'on vous avait annoncé avant l'été. Je pense qu'il faut qu'on dépose les dossiers le plus vite possible parce que les premiers dossiers déposés seront les premiers servis. Puis-je en bénéficier? Quand, comment, à quelle hauteur? Les clients semblent avoir besoin d'être aiguillés et rassurés. Vous savez, quand on dit stop, ils comprennent tout de suite. Et effectivement, ils arrêtent, ils ne s'occupent plus du sujet. Par contre, quand on leur dit « ça y est, ça refonctionne », c'est beaucoup plus long à faire repartir le système. Là, ils ne savent plus. Là, ils ne savent plus du tout s'ils bénéficient toujours, de combien, c'est devenu d'une opacité qui les rebute, souvent. Pour ce chauffagiste, la prime Rénov' a eu au départ des effets positifs. Elle lui a permis surtout de booster les ventes de pompes à chaleur en élargissant sa clientèle. C'est des gens qui n'auraient pas pu le faire sans les aides. Ça, c'est sûr. Donc sur ce côté-là, MaPrimeRénov', elle a quand même un intérêt. Mais au fil du temps, ce professionnel est formel. Les abus se sont multipliés. Et des entreprises, surtout celles qui démarchent téléphoniquement, incluent dans leur proposition de prix l'aide. Et en fait, le client, lui, pense qu'on lui a fait une remise,
Mais en réalité, s'il avait pris une entreprise de son quartier, il aurait probablement payé le même prix sans la prime. Ces pratiques, conjuguées aux incertitudes entourant les primes, ont refroidi les particuliers. MaPrimeRénov' suscite désormais de la méfiance. Moi, j'ai changé mes fenêtres, mais j'ai pas demandé la prime rénov parce que je trouvais que c'était tellement compliqué par rapport à ce que j'allais récupérer. Dans ces périodes de disette un peu budgétaires, je ne suis pas tout à fait surpris qu'on se pose la question sur la pérennité de ce type de dispositif. Parce que c'est une bonne idée, mais maintenant, voilà, il faudrait qu'il y ait quelque chose qui soit stable. De la stabilité, voilà une demande partagée par les particuliers comme par les professionnels. Je vous voyais regarder le reportage avec beaucoup d'intérêt en le commentant. Jean-Claude Rancurel. Dans l'histoire, là, vous vous rendez compte quand même que c'est quand même quelque chose de noble, MaPrimeRénov', ça a permis de faire de la rénovation énergétique nécessaire hein, pour l'objectif de la France en matière de décarbonation. Et finalement, on parle de quoi? De peut-être un tiers de fraude, et ça c'est dramatique quoi. Et nous à la CAPEB... En réalité, elle a été chiffrée à 12% la fraude. Alors moi je dis après, bon oui, allez on va dire autour de 20%. Mais ce qu'il y a, c'est que nous on avait alerté quand même l'ANA il y a belle lurette, l'Agence nationale parce qu'on voyait arriver justement des devis des confrères, ils nous disaient ben, j'ai été confronté à vraiment, regardez, c'est vraiment de l'éco-délinquance. Et c'est vraiment des réseaux qui étaient vraiment organisés, avec des devis qui se ressemblaient tous. Et on avait alerté l'ANA en disant « attention, attention, il y a problématique ouais. ». Mais est-ce que depuis en 3 mois de fermeture du guichet qui était notamment due à ces fraudes, est-ce que le ménage a été fait? On n'a pas de moyen de savoir si effectivement il y a un vrai tri qui a été fait. Ce qui est sûr, c'est que par rapport aux consommateurs, il va y avoir un effet un peu de refroidissement, ouais, et de méfiance, parce qu'on le sait, le secteur de l'artisanat, c'est un secteur sur lequel il y a souvent une méconnaissance des consommateurs qui ne s'y connaissent pas en travaux, qui peuvent avoir du mal à faire confiance. Et là, tout d'un coup, la lumière a été faite sur le fait qu'on arrêtait cette prime soi-disant parce qu'il y avait trop de fraude, et trop de demandes. C'est aussi parce qu'il y avait trop de demandes et qu'il n'y avait pas d'argent et qu'on savait très bien qu'au regard des chiffres qui avaient été faits sur le premier trimestre, toutes les demandes ne pouvaient pas être alimentées, satisfaites et donc du coup, c'était aussi une des raisons. Mais comme on a vraiment mis l'accent dans la communication sur ces fraudes, les gens ont encore plus peur, se disent « j'y comprends rien », la dame l'a dit, « c'est tellement compliqué, j'ai même pas demandé ». Et donc là, on est en train de perdre tout le bénéfice de la rénovation énergétique qu'on avait réussi à inscrire dans la tête des gens en se disant « c'est nécessaire, c'est important ». Ce qu'on comprend aussi dans ce que disent les personnes interrogées dans le reportage, beaucoup disent « on n'y comprend plus rien ». L'une des grandes questions, c'est de savoir ce qui entre encore aujourd'hui dans le dispositif, parce qu'il y a eu une communication assez baroque sur les monogestes et sur la rénovation globale. Et on finit par s'interroger sur, alors aujourd'hui, qu'est-ce qui entre dans le dispositif? Si j'installe une pompe à chaleur et que je change mes fenêtres, j'ai bon ou j'ai pas bon? C'est compliqué de répondre. C'est-à-dire que, bon, à la première suspension, il avait été dit « tout est suspendu ». Et puis finalement, ils avaient suspendu uniquement les rénovations d'ampleur. Ce qui est un peu regrettable, parce que les rénovations d'ampleur, on le sait, ce sont celles qui vont être le plus efficaces pour le consommateur. Mais quelque part, puisque le problème, c'est aussi un problème d'argent, c'était pertinent de supprimer les rénovations d'ampleur. C'est celles qui coûtent le plus cher. Donc il y avait les monogestes. Et là, si on regarde le communiqué, on voit bien qu'ils ont réouvert la plateforme pour les réformes d'ampleur. Donc ça veut dire, a priori, que la rénovation d'ampleur, oui. Sauf que là, je vais m'adresser au plombier chauvagiste couvreur que vous êtes. Le plafond des travaux est ramené aujourd'hui à 40 000 € maximum, contre 70 000 auparavant, pour les seuls logements classés E, F ou G. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui sur sa maison, qui est une passoire thermique, avec 40 000 €? Alors, on n'arrive pas à tout couvrir, effectivement, il va rester un reste à charge. D'accord ? Nous, à la CAPEB, justement, on sollicite les banques, les pouvoirs publics pour mettre en place ce qu'on appelle un prêt vert, c'est-à-dire financer ce reste à charge avec les économies éventuelles qu'on va faire.
Nous, effectivement, c'est bien dommage que cet argent qui était sur la table, on n'a pas pu le récupérer pour faire des bons travaux. Nous, on demande bien entendu que ma prime rénov soit maintenue. Sur du monogeste, on a obtenu le monogeste. Par contre, bon, on déplore la sortie de la biomasse et des isolations des murs. Ça, on ne comprend pas du tout dans mon C'est-à-dire que vous, ça vous fend le cœur d'aller dans une maison, d'installer une pompe à chaleur avec des fenêtres qui ferment mal, non? Ou l'isolation qui n'est pas à la hauteur je dirais, d'une habitation pour sortir de la passoire thermique. Or, nous, qu'à la CAPEP, vraiment, ce qu'on demande, parallèlement, on ne veut pas disparition de la rénovation d'ampleur, on veut vraiment une lutte, mais lutte vraiment contre la fraude. Alors, il y aura peut-être plusieurs moyens de lutter contre cette fraude. Mais derrière, il y a nous, on milite pour un second moyen d'arriver à une rénovation globale, c'est du monogeste, par monogeste, un parcours. Donc au début, on fait un auditeur énergétique, on dit, ben voilà, ce bâtiment, ce logement, il est comme ça, il est mal isolé, il faut changer son système de chauffage, etc., etc. Et la première année, on isole, c'est des exemples, on change les fenêtres, on change la chaudière vieillissante, etc., etc. Vous n'avez pas l'air d'accord, Marie-Amandine Stévenin. Arriver au même résultat. Financièrement, ce serait opportun si on pouvait la première année refaire l'isolation par le toit, la deuxième par les murs, la troisième changer les fenêtres et la quatrième changer le système de chauffage. Si à chaque fois il faut compléter par un emprunt, un crédit à la consommation, les gens n'ont pas les moyens. Renonceront. Voilà, les gens vont renoncer et puis ça veut dire aussi que les gens pendant 4 ans ils vivent dans les travaux, ce qui n'est pas toujours très agréable. Mais à la limite, peu importe cette question de monogeste, rénovation d'ampleur, parce que quelque part, le but reste d'aller faire de la rénovation, et je pense que ce n'est pas là-dessus qu'il faut se battre. Là où il faut se battre, c'est sur le budget alloué à ma prime rénov, qui à l'heure actuelle n'est pas du tout suffisant. Peut-être qu'il a fait l'objet de fraude, et bien dans ces cas-là, il faut aller contrôler, mais je pense que le cœur du problème, il est là. Si on veut viser 600 000 rénovations en 2030, il faut aller mettre de l'argent sur la table. Sébastien Martin, vous portez une proposition de loi pour décentraliser le dispositif. En quoi est-ce qu'une gestion par les régions accélérerait les dossiers? Alors, ce n'est pas par les régions ce que je propose. Oui. Moi, ce que je propose, c'est que ça soit confié aux intercommunalités, notamment dans les territoires urbains. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les intercommunalités portent la politique de l'habitat. On a un certain nombre de compétences en matière de politique de l'habitat. Moi, je n'ai pas attendu ma prime rénov dans mon agglomération à Chalon-sur-Saône. Depuis 2015, j'ai un espace habitat conseil. On reçoit 1000 personnes en moyenne par an pour les accompagner sur toutes les questions relatives au logement. Et tout à l'heure, on voyait bien qu'il y avait aussi une question de tiers de confiance. Mais moi, je pense que nos concitoyens ont sans doute bien plus confiance dans une plateforme mise en place par une collectivité locale en proximité que par un dispositif Internet où vous envoyez votre dossier vers on ne sait pas qui et on ne sait pas où. D'accord, mais peut-être alors sans doute qu'à Chalon, les gens sont bien reçus et il y a le guichet qu'il faut, mais est-ce que quand même, si vous décentralisez comme ça, il ne va pas y avoir des inégalités entre territoires? Ou alors, il va falloir embaucher beaucoup de monde. Et là, c'est un autre type de problème. Il n'y a pas les mêmes besoins à la montagne et à la mer, par exemple. Deux réponses. D'abord, je pense que si on n'est pas capable aujourd'hui de se poser le débat de la décentralisation, excusez-moi, de la rénovation énergétique des logements, vous pouvez fermer la chaîne parlementaire pour organiser des débats sur la décentralisation, parce que je n'ai pas l'impression de mettre en cause quand même les valeurs et l'unité de la République en voulant décentraliser l'aide à la rénovation énergétique des logements. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est le principe de « Ah, mais je vais confier à des collectivités, donc ça ne sera plus pareil partout ». Excusez-moi, on a confié aux collectivités les écoles, les collèges, les lycées. Est-ce qu'aujourd'hui, en France, vous avez des gens qui viennent vous dire « Mais c'est une honte quand même, en Bourgogne, les lycées sont beaucoup moins bien qu'en Nouvelle-Aquitaine ». Arrêtons un petit peu avec cette espèce de fantasme qui consiste à dire que grâce à l'État unitaire et égalitariste, tout sera parfait. La preuve, c'est loin d'être parfait. L'État, il doit s'occuper de rénover ses prisons, ses hôpitaux, ses tribunaux. Et peut-être que nous, les collectivités, on peut accompagner nos concitoyens pour changer leurs fenêtres, leurs pompes à chaleur et leur système de chauffage. Il me semble qu'on est à une meilleure échelle. Voilà. Tout cela dans le contexte politique que l'on sait, alors que l'on attend les arbitrages sur le budget 2026 et que l'on ignore si le dispositif MaPrimeRénov' sera maintenu en l'état dans le prochain budget.
Et tout cela nous amène au chiffre du jour avec vous, Fanny Guinochet, journaliste éco à France Info. Ce chiffre, c'est plus 1,2%. Et c'est la hausse des prix à la consommation en septembre, selon les chiffres qui ont été publiés par l'INSEE aujourd'hui. Ça tient à quoi, Fanny, cette hausse? Ça tient à plusieurs choses, en fait, parce que quand les experts de l'INSEE calculent le niveau de l'inflation, donc la hausse des prix, ils prennent différents secteurs qui pèsent dans les achats, c'est-à-dire l'alimentation. Alors on voit que l'alimentation, par exemple, les prix ont un peu augmenté. Et on voit que ça a augmenté du côté aussi, par exemple, des services, beaucoup même. C'est là où on trouve, par exemple, la hausse des mutuelles, des complémentaires santé, mais aussi dans les services, on trouve les communications. Donc tout ça a plutôt tendance à augmenter. En revanche, du côté de l'énergie, ça a plutôt baissé. Et l'ensemble fait ce fameux 1,2%. Qui n'est pas une très bonne nouvelle parce que c'est une légère reprise. On était plutôt ces derniers mois dans une tendance à la baisse. Et même d'ailleurs au mois d'août, on le voit très bien sur le graphique, hein, au mois d'août dernier, les prix n'avaient augmenté que de 0,9%. Et cette reprise, certes légère, eh bien, elle pèse sur la consommation. Et oui, parce que du coup, on fait attention à nos dépenses. Et cette consommation, elle reste modérée. Les Français font des arbitrages. Alors, ils choisissent plutôt des marques distributeurs dans les rayons des supermarchés. Ils prennent aussi beaucoup, sont très sensibles en ce moment aux promotions. Alors certes, ce dernier mois, ils ont acheté plus d'habits, de textiles. Ça tient évidemment à la rentrée scolaire et peut-être au froid qui arrive. En revanche, ils reportent leurs gros achats. Alors on citait l'exemple de la chaudière, mais ça fait partie probablement des achats que l'on reporte quand on est un peu contraint financièrement. C'est aussi des soins dentaires, des soins médicaux que l'on repousse. Et on avait ce matin sur France Info, Dominique Schelcher, le patron des coopératives, qui l'expliquait fort bien. Les Français font des choix, mais vous savez, les Français sont malins. Ils trouvent des solutions pour faire face à la situation. La voiture, on ne la changera pas, et le gros équipement d'électroménager à la maison, on ne le changera pas. Sauf que la consommation, Fanny, c'est le premier moteur de l'économie française. Oui, c'est le premier moteur de la croissance, tout simplement. Et ça n'est pas une bonne nouvelle aussi pour nos finances publiques à un moment où on se pose beaucoup la question du budget, parce que sur la consommation, on paye un impôt, tous, hein, la TVA. C'est la première recette fiscale pour l'État français, et loin devant l'impôt sur le revenu. Et c'est vrai que du coup, ce n'est pas une bonne nouvelle pour nos finances. Et pour relancer la consommation, ou en tout cas essayer de la soutenir, Sébastien Lecornu est en train de chercher à faire en sorte que le travail paye mieux dans le prochain budget. C'est en haut de sa pile, hein, paraît-il. Le Premier ministre, effectivement, cherche à diminuer cette différence entre le brut et le net. Différence qui, évidemment, pèse sur la consommation des Français, mais pèse aussi sur leur morale, donne le sentiment de déclassement, nourrit de la grogne sociale. On l'a vu la semaine dernière avec une journée de mobilisation. Il y en a une autre qui est prévue après-demain, à l'appel des syndicats. Et puis, ça nourrit aussi un certain ras-le-bol du côté des patrons, des artisans, qui, eux aussi, ont envie d'exprimer leur mécontentement. Ils ont prévu une grande journée de mobilisation, en tout cas un meeting, le 13 octobre prochain. Pour rapprocher le brut, le net, ça veut dire aller chercher de l'argent ailleurs pour financer notre protection sociale, parce que c'est bien là que ça se joue, c'est-à-dire payer la maladie, payer la retraite. La difficulté, c'est qu'une chose est sûre, c'est que si cette inflation repart très très légèrement, ou même si elle arrivait à stagner, une chose est sûre, c'est que dans les années à venir, on ne retrouvera plus les niveaux d'avant-crise, d'avant-Covid. Marie-Amandine Stévenin, vous qui présidez l'UFC Que Choisir, l'association de consommateurs, si demain vous pouviez suggérer une mesure à Sébastien Lecornu pour relancer le pouvoir d'achat des Français, vous lui proposeriez quoi? Oh, il y en a beaucoup, hein, des mesures qu'on soutient, mais si on regarde par exemple sur l'alimentaire et qu'on veut relancer le pouvoir d'achat, nous on demanderait à ce qu'il y ait suppression de ce SRP plus 10%. C'est le seuil de revente à perte qui est fixé à plus 10% et qui tire les prix vers le haut et qui ne ruisselle pas jusqu'à ceux qui ont produit l'aliment. Et donc on sait que ça n'a pas touché le but annoncé et on pourrait y mettre fin. Sébastien Martin, dans les discussions sur le budget dont on a beaucoup parlé depuis 2 semaines, le logement est étrangement absent. Ce n'est pas un sujet, alors que c'est un mur qui est devant nous, sur lequel on va se fracasser. Ouais, vous avez raison, la question du logement est une question fondamentale dans notre pays et on a l'impression que finalement tout ça est passé un peu par pertes et profits. Bon, la réalité, c'est que dans le climat politique que nous connaissons, il faut arriver à trouver un accord à minima, sans doute,
pour arriver à constituer un gouvernement et un accord sur le budget. Mais néanmoins, vous voyez, il y a des parlementaires qui essayent de s'occuper de ces questions-là et de les remettre en haut de l'agenda. Et j'espère que dans un acte de décentralisation, les propositions que je fais vont être reprises. Jean-Claude Rancurel, on dit que quand le bâtiment va, tout va. Ça va? En ce moment, c'est pas terrible. Oui. Oui, on a besoin d'une stabilité politique. Ça, c'est, je dirais, nos clients, la première des choses, pourquoi ils n'investissent pas, parce qu'il y a une instabilité politique. Certes, il y a une instabilité au niveau des aides. Pour faire repartir la consommation, nous, justement, on avait vu la ministre du Logement, Valérie Létard, au vœu d'été qu'on avait, on avait remis plus de 30 propositions pour faire repartir le logement. On avait demandé, justement, plein de choses. On espère que ça va être mis en place. Alors il y a des choses qui ont été, des décrets qui ont été votés au dernier moment, qui ont passé, mais ce n'est pas suffisant. Il faut vraiment que les politiques prennent leurs responsabilités pour avoir une stabilité et de deux, pour vraiment mettre en place ce que dit la CAPEB, parce que c'est nous qui sommes sur les chantiers, c'est nous qui sommes en relation avec les clients, et qui c'est qui investit? C'est nos clients. Oui. Lorsqu'on interdit ou qu'on n'interdit pas la chaudière, mais qu'on a mis une TVA à 20%, on freine la consommation. Alors qu'on sait qu'une chaudière THPE, très haute performance énergétique, consomme 30 à 40% de moins, de CO2 émis dans le... Mais non, l'investissement de maintenant, ce sont les économies de demain. Exactement. Eh bien, merci à tous les trois d'être venus ce soir pour en parler dans Chaque Voix compte. À suivre dans un instant la question qui fâche. Le RN a-t-il sa place dans les instances de l'Assemblée nationale? On va en débattre dans un instant avec nos 3 prochains invités. Mais avant cela, c'est quelle histoire? Et c'est Laurent Guimier. Et ce soir, Laurent, vous nous emmenez dans les coulisses de cette conférence de presse présentée comme historique hier soir à Washington entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou. Oui, Adeline, les médias du monde entier avaient les yeux braqués hier soir vers la Maison-Blanche pour cette conférence de presse où on a commenté les 20 points de ce que le président Trump présente comme le plan américain permettant de ramener la paix au Proche-Orient. Et pour le prouver au monde, on a mis vraiment les petits plats dans les grands en termes de symboles. Photos des 2 délégations souriantes depuis le bureau ovale, Netanyahou qui signe un livre d'or. On lit sur ce livre d'or que Trump est le plus grand ami d'Israël depuis que la Maison-Blanche existe. Et puis Donald Trump, lui, qui met les grands mots dans les petites phrases, permettez-moi l'expression, il a commencé son speech hier soir en déclarant « c'est une grande journée, peut-être même la plus belle journée de l'histoire de la civilisation ». Bon, ça c'est du Trump tout craché, parfois avec beaucoup d'emphase. Il n'en reste pas moins qu'Israël a approuvé ce plan. Oui, Adeline, mais j'ai relevé 2 petits grains de sable dans cette communication de haute voltige qui montrent qu'on était, je pense, hier soir au bord du précipice diplomatique. D'abord, et vous me connaissez, j'aime bien regarder les vidéos jusqu'au bout, cet exercice n'avait de conférence de presse que le nom. Après 30 minutes de discours de Trump, 10 minutes de discours de Netanyahou, les journalistes dans la salle, c'est normal, ont commencé à lever la main pour poser une question et demander des précisions sur justement les termes de cet accord. Et là, Donald Trump a pris le micro. Regardez ce qui se passe. Bibi, c'est comme tu veux. Mais tant que nous attendons ces signatures et les approbations des différents pays, je ne pense pas que ça vaille la peine de prendre des questions. À moins que tu ne prennes une question d'un journaliste israélien amical. C'est une question très difficile. Mais Monsieur le Président, je pense que je suivrai votre proposition. Nous aurons assez de temps pour les questions plus tard. Merci. Voilà, et comme ça, évidemment, fin de partie, et Donald Trump a fait ce qu'il avait fait en Alaska au mois d'août dernier avec Vladimir Poutine, 2 discours et pas de questions des journalistes. Alors pardon Laurent, je vais me faire l'avocate du diable, mais ça permet aux politiques d'éviter d'étaler leurs désaccords devant la presse. Oui, ça c'est vrai que dans un moment diplomatique aussi tendu, c'est un gros avantage. Oui. Mais je crois qu'il y a aussi un gros inconvénient, c'est de ne pas pouvoir mettre les points sur les i. Et en l'occurrence sur le i de reconnaissance de l'État de Palestine. Parce que qu'est-ce qui s'est passé hier soir ? Acte 1, pendant son discours à la Maison-Blanche, Netanyahou a dit que dans un avenir proche, Gaza ne serait gouverné ni par le Hamas, ni par l'actuelle autorité palestinienne. Acte 2, on découvre le point 19 de l'accord. Je le cite. «
mot à mot, c'est un peu long mais c'est important. Oui. Quand le programme de réforme de l'autorité palestinienne sera fidèlement mis en œuvre, les conditions pourraient être enfin réunies pour ouvrir une voie crédible vers l'autodétermination et la création d'un État palestinien que nous reconnaissons comme étant l'aspiration du peuple palestinien. Et donc, on se dit, Laurent, que Benyamin Netanyahou pourrait bouger sur ce point, puisqu'il a accepté les 20 points. Et c'est là qu'il y a le branle-bas de combat. C'est l'acte 3 que je vous décris. Netanyahou a été obligé de publier dans la nuit une vidéo sous forme d'interview avec l'un de ses communicants, interview en hébreu. Le Premier ministre israélien parle à ses concitoyens d'abord, c'est normal, et en regardant surtout sans doute la droite de sa majorité parlementaire. Monsieur le Premier ministre, avez-vous accepté un État palestinien? Réponse, absolument pas, ce n'est même pas écrit dans l'accord. Alors cette vidéo en mode recadrage, Benjamin Netanyahou l'a baptisée « Une brève mise à jour de moi à vous ». Donc leçon numéro 1, c'est encore loin la paix. Et leçon numéro 2, des journalistes pour poser des questions dans une conférence de presse, ça peut parfois être utile. Merci Laurent. On passe à la question qui fâche. Et je salue mes 3 invités. Bonsoir Daniel Simonet, député écologiste de Paris. Merci d'être là aux côtés de Brian Masson, député RN des Alpes-Maritimes. Et Frédéric Veltou, député Horizon de Seine-et-Marne. Bonsoir à tous les 3. C'est donc la bataille de cette rentrée au Palais Bourbon. Demain et jeudi, l'Assemblée nationale va renouveler son bureau. 22 postes qui sont 22 postes clés dans la vie de l'hémicycle et du travail parlementaire. L'année dernière, le RN avait été écarté de ces postes. Cette année, la présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, souhaite que les sièges soient répartis équitablement entre les différentes forces politiques de l'Assemblée, mais la gauche et une partie des macronistes s'y opposent. Et c'est Elsa Mondingava qui pose ce soir la question qui fâche. En 2022, le Rassemblement national crée la surprise en envoyant 89 députés à l'Assemblée nationale. Le mot d'ordre de Marine Le Pen à ses élus, veste obligatoire et respect de l'institution, c'est la fameuse stratégie de la cravate. Une quête de normalisation qui s'illustre par l'obtention de 2 vice-présidences lors du vote du bureau, cet organe collégial de l'Assemblée nationale. Monsieur Sébastien Chenu et Madame Hélène Laporte. À l'époque, si la gauche s'en offusque, le bloc central considère que chaque parti doit être représenté. 2024, changement de ton. La dissolution est passée par là et avec elle, le Front républicain auquel a appelé Gabriel Attal, alors Premier ministre. Une fois patron du groupe, il demande à ses députés de ne pas voter pour des candidats RN. Le parti n'a plus de représentants au bureau. C'est nous qui sommes, encore une fois, respectueux des règles de cet hémicycle. Ce sont les autres qui, par leur magouille, leur manœuvre, se sont accaparés l'intégralité des postes. Ils sont sectaires et ils veulent écarter, ce qu'ils viennent de faire d'ailleurs, près de 11 millions d'électeurs. Une situation qui ne convient pas à la présidente de l'Assemblée, qui entend la corriger lors de nouvelles élections. Moi, je considère que chaque parti présent à l'Assemblée nationale doit être représenté au bureau de l'Assemblée nationale. Je ne peux pas être plus claire. Cette fois, son objectif est partagé par toutes les composantes du socle commun. Yaël Braun-Pivet a cherché un accord pour une répartition des postes selon un système de points, proportionnel au poids des groupes. Refus de la gauche. Nous disons, nous sommes les représentants ici d'une majorité de Français qui ont dit pas d'extrême droite au pouvoir, il y a des positions de pouvoir à conquérir à l'Assemblée nationale, on doit leur faire barrage. Demain, il faudra donc voter, un scrutin avec une question qui continue à fâcher. Le Rassemblement national a-t-il sa place dans les instances de l'Assemblée ? Daniel Simonet, la composition du bureau s'efforce de reproduire la configuration politique de l'Assemblée. C'est ce que dit le site de l'Assemblée nationale quand on va sur le site. La présidente elle-même dit refuser de faire le tri entre les parlementaires sur le plan institutionnel. Vous voulez faire ce tri ? Mais en fait, moi, je souhaite qu'on respecte les engagements pris devant les électrices et les électeurs. Lors des dernières élections,
il y a eu la volonté de faire un barrage à l'extrême droite, considérant que ce n'est pas anodin que le Rassemblement national prenne un jour le pouvoir en France et qu'il fallait absolument s'y opposer. J'ai retrouvé un peu les chiffres. Il y avait eu 127 retraits de candidature du nouveau Front populaire au profit de la droite dans des triangulaires RN au deuxième tour. Il y a plus de 60 députés, soit un tiers du groupe Ensemble pour la République, qui ont été élus grâce à un désistement d'une candidature du nouveau Front populaire. Et il y a 18 députés LR, soit plus d'un tiers du groupe LR, qui ont été élus grâce à ce désistement. Donc s'ils étaient d'accord pour faire le barrage républicain, parce qu'ils estimaient que le Rassemblement national n'est pas un parti comme un autre, et que c'est un danger, une menace pour notre République, pour tous les droits conquis, alors on ne les banalise pas en leur permettant, par des magouilles, une fois qu'on est loin des électeurs, une magouille sur des postes clés importants dans le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Non, on ne banalise pas le Rassemblement national et on fait en sorte qu'il n'ait pas des sièges importants dans le fonctionnement de l'Assemblée. La gauche est celle qui a le plus à perdre dans ce scrutin, puisqu'elle disposait de 13 des 22 postes depuis un an. Pour limiter la casse, il va falloir faire front commun. Est-ce que vous pensez que les socialistes et les insoumis sont prêts à se soutenir mutuellement lors des élections demain pour empêcher le RN d'accéder à ces postes ? Alors, vous savez, c'est vrai que, comme je suis une députée de l'après, nous sommes très attachés avec mes collègues et l'ensemble des membres de notre nouvelle force politique à protéger, défendre l'unité de la gauche et des écologistes sur le programme du NFP, c'est essentiel. Et c'est vrai qu'on entend une petite musique côté Mélenchon, mais aussi côté Glucksmann, qui n'arrête pas de saturer les médias, comme quoi le nouveau Front populaire serait mort et comme quoi l'unité serait plus possible. Je remarque que la France insoumise et le Parti socialiste, d'un côté comme de l'autre, peuvent se mettre d'accord sur la question des postes qui vont être décidés demain et après-demain. J'espère qu'ils les feront d'ailleurs dans le respect de la représentation de tous les groupes du nouveau Front populaire. Mais comme quoi c'est possible. Voilà. Mais vous voulez respecter la représentation de tous les groupes du nouveau Front populaire, mais pas de tous les groupes à l'Assemblée nationale. Je suis pour le barrage vous avez à vos côtés Brian Masson. Je suis pour le barrage républicain contre le Rassemblement national et j'aimerais que tout le monde prenne conscience qu'on est dans un contexte politique international de stratégie de conquête du pouvoir de la part des extrêmes droites. Et ce qui se passe en France est très inquiétant. Et donc la porosité qu'il y a avec les deals possibles entre les macronistes, LR et le RN, où on se moque des engagements pris devant les électeurs et on essaie de banaliser ce que ça représente, ça m'inquiète beaucoup. Frédéric Valletoux. De la même manière qu'ils courent sur les thèmes à travers l'AME et plein d'autres sujets. Frédéric Valletoux, sur quelle ligne êtes-vous ce soir ? Sur la même qu'en 2022. C'est-à-dire quand on a été élu, que le groupe Horizon a été créé, en 2022, on a plaidé pour qu'effectivement les instances qui gouvernent l'Assemblée nationale soient à l'image de la composition de l'Assemblée nationale. En 2024, on a plaidé ça aussi, mais vous savez, on n'est que 30. Donc effectivement, il y avait une aspiration à faire barrage au Front national. Et donc cette année, nous, on se sent très à l'aise. Je le redis, il y a le moment de l'élection. Et l'objectif, c'était effectivement que cette montée en puissance que l'on sentait au moment de la dissolution et de la campagne de 2024 soit contenue le plus possible. Vous parlez de la montée en puissance du Rassemblement national. Mais il y a les stratégies électorales et puis après, il y a ce qu'est l'institution. Les Français ont envoyé un groupe important de députés Rassemblement national. Et je pense que les mettre de côté, c'est là où on ferait des arrangements d'arrière-cuisine que vous évoquiez, ou des magouilles. Non, vous êtes en train de les faire avec eux. Non, et c'est refuser de voir effectivement ce poids-là, et c'est quelque part participer à cette victimisation que le Front National, devenu Rassemblement National, a toujours su jouer. Donc ce que vous dites ce soir, c'est laissez-les entrer au bureau de l'Assemblée nationale, parce que sinon ils vont crier au scandale. Nationale. Je veux dire, ils n'ont pas, enfin c'est pas pardon, hein, mais je veux dire, ça n'a pas servi plus le Rassemblement national d'exercer au contraire des responsabilités dans l'hémicycle. Et ils représentent un poids qui est réel, et on ne va pas tordre le cou à la réalité pour effectivement faire en sorte, faire semblant qu'il ne soit pas là. Brian Masson, c'est vous, le RN, qui avez le plus à gagner dans cette affaire. Si le système de répartition des points est respecté, vous pouvez prétendre à 4 postes, dont 2 vice-présidences. Vous avez bon espoir ce soir de récupérer des postes ? Mais écoutez, évidemment, on a bon espoir, mais j'aimerais juste revenir sur un peu l'essentiel, puisque c'est le titre de l'émission, savoir si le RN a sa place ou non. Écoutez, moi, il y a un terme que je n'ai pas entendu depuis le début, à part vous, Monsieur Valletoux, c'est les Français.
Nous sommes aujourd'hui, le Rassemblement national, le premier groupe à l'Assemblée nationale. J'ai commencé mon intervention sur le respect justement des électeurs, je ne vous ai pas coupé. Merci de ne pas me couper. Mais nous sommes le premier groupe à l'Assemblée nationale. Nous sommes parlementaires parce que les Français l'ont décidé. Alors, certains peuvent le contester, certains peuvent être agacés, certains peuvent même avoir des problèmes pour dormir le soir, mais c'est ainsi. C'est des millions de Français qui un jour sont allés voter pour défendre leurs idées. Et c'est ça la démocratie. Alors que certains veulent faire le Front républicain, il n'y a aucun problème. Faites le Front républicain comme vous le souhaitez, en campagne. Mais désormais, nous sommes élus. Désormais, on a notre place à l'Assemblée nationale. Et désormais, si l'institution qu'est l'Assemblée nationale doit, mais s'inscrire dans ce qui est un champ républicain, eh bien, chaque groupe doit être représenté dans son fonctionnement. C'est ainsi, et c'est la tradition républicaine. Et moi, je m'étonne qu'il y ait des mouvements qui aillent à l'encontre de ce qu'est le fonctionnement républicain de l'Assemblée nationale. L'an dernier, vous avez manqué le soutien du socle commun pour obtenir des postes. Quel regard vous portez aujourd'hui sur ce changement de braquet ? Je pense simplement que le socle commun n'a plus véritablement de socle et encore moins de commun. Je pense qu'aujourd'hui, le socle commun s'est divisé à la fois parce qu'il y a une guerre de succession qui va remplacer Emmanuel Macron, il y a une guerre de valeurs, quelle ligne appartient aujourd'hui le socle commun, on le voit dans les textes, c'est très difficile. Et si franchement, pour une question de vice-présidence, de secrétaire, alors que notre pays est au bord du gouffre, que la situation financière et économique de ce pays est catastrophique, si franchement, même sur cette question-là, à part le Rassemblement national, mais tout le monde vient animer les médias pour une question de fonctionnement de l'Assemblée nationale, mon Dieu, qu'est-ce que ça va être le débat sur le budget ? Ça va être catastrophique. Moi, je trouve que la gauche fait une erreur, mais une erreur de porter ce combat-là. Si on veut combattre l'extrême droite, et je fais partie de ceux qui le combattent parce que je n'ai pas du tout les mêmes idées, ça se combat sur les projets, sur les valeurs, texte par texte. Ça se combat pas sur la question de la représentativité. L'Assemblée nationale, elle est ce qu'elle est. Si les instances ne représentent pas l'Assemblée nationale, ça choque les Français. Et pas des Français qui votent Rassemblement national, des Français qui votent Bloc central, qui votent même à gauche, etc. Là, notre institution, elle est composée d'une manière qu'ont choisi les Français. Si les instances qui la dirigent ne sont pas le reflet de cela, de ces équilibres-là, eh bien, on a manqué de notre mission. Et on donne l'impression, effectivement, de faire des combats d'arrière-garde, parce que c'est des combats de poste, pardon, mais je veux dire, moi, quand il y a des séances qui sont présidées par des vice-présidents LFI, je ne vois pas en quoi la neutralité et en quoi les idées de LFI passeraient plus à ce moment-là. Et donc, les moments où c'était les vice-présidents qui, entre 2022 et 2024, du Rassemblement national qui présidaient, dire, personne ne remettait en question l'impartialité de leur présidence. Donc, ce sont des combats qui, pour moi, ne sont pas les bons. Les bons combats, c'est des combats sur les textes, sur les valeurs, sur les options politiques. Et là, on a l'impression de faire des combats de répartition de postes. Les Français en ont ras-le-bol de ce genre de discussion et de polémique. Et je trouve que c'est dommage parce qu'on remet des jetons dans la machine. Et quelque part, ça profite à qui ? Certainement pas à la gauche, certainement pas au Bloc central. Ça profite à notre voisin qui aujourd'hui est au centre, mais qui pourtant, sans l'hémicycle, est bien à l'extrême droite. Votre collègue des Républicains, Charles Zistenstuhl, est l'un des rares membres du socle commun à s'opposer au retour du RN dans les instances de l'Assemblée. Il dénonce ce soir un symptôme de l'effondrement moral de la classe politique. Vous lui répondez la même chose ? Oui, enfin bon. Je sais qu'il aime beaucoup faire parler lui et attirer la lumière à lui et prendre parfois le contre-pied de ses camarades pour permettre qu'on le cite et qu'on cite son nom. Écoutez, c'est un non-sujet pour moi. Moi, je suis très choquée. Je suis très choquée que quand on est face aux électrices et aux électeurs, on dit « Oh là là, c'est très dangereux le Rassemblement national, il faut faire barrage républicain ». Vous vous faites élire sur ces mots d'ordre-là et ensuite, là, vous venez vous accoquiner avec le Rassemblement national. C'est quoi le deal qu'il y a derrière ? Vous allez les faire entrer dans les postes clés de l'Assemblée nationale. On voit les discussions en cours sur les questions budgétaires. D'ores et déjà, on entend le Rassemblement national qui serait prêt à ne pas censurer et à jouer bien le marchepied de Le Cornu. Voilà, bien une bonne alliance entre eux, à partir du moment où, j'imagine, il y aura des mesures plus dures
comme la remise en cause de l'aide médicale d'État. Enfin, on est sur une pente grave, oui, de déchéance de ce que c'est la politique. Parce que quand on a des principes, on les défend jusqu'au bout. Je ne vois pas pourquoi le Rassemblement national est un danger et donc il faut faire barrage devant les électeurs. Et puis, une fois qu'on est élu, on est d'accord pour voter pour eux dans l'hémicycle. Vous n'avez pas voulu que les Françaises et les Français votent pour eux et vous avez accepté d'être des candidats issus du barrage. Eh bien, assumez cette logique de barrage dans l'hémicycle. Ça, c'est respecter ses principes, c'est honorer les engagements qu'on a pris. Mais en fait, voilà, vous avez peur que le Cornu soit d'ores et déjà censuré avant même d'avoir pu présenter son débat budgétaire, et vous êtes en train de dealer. Voilà, c'est ça ce que l'on peut penser. Est-ce qu'il y a un deal d'abord ? On sait bien comment c'est les couloirs de l'Assemblée nationale. Il y a des postures dans l'hémicycle et puis dans les couloirs, on se parle. Il y a un moment, il faut être simple. Enfin, pardon, mais je reviens à quelques évidences et je dis peut-être la même chose que mon voisin, mais il y a un moment, il faut être simple. Le Rassemblement national est oui ou non présent dans l'hémicycle. Est-ce que oui ou non, il représente, je ne sais plus combien, 123 députés. 123 députés. Sur 577. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait semblant qu'ils n'existent pas et on les met de côté et quelque part, on alimente cette impression qu'on victimise par principe le Rassemblement national. Pardon, mais comme quand Mme Gaté de LFI préside la séance, mais quelle est la différence avec lorsque M. Chenu préside la séance ? Il y a un règlement de l'Assemblée nationale, ils le mettent en œuvre. La présidence de Mme Gaté, qui n'est pas du tout mon option politique, personne ne la conteste. La présidence de M. Chenu entre 2022 et 2024, il n'a été contesté par personne. On parle de ça. Après, vous faites un procès d'intention sur il y aurait des alliances et on verra au moment du budget, etc. Enfin, là c'est un procès d'intention. Mais c'est pas un procès d'intention. Moi, je suis le premier à combattre Bayrou annonçait d'ores et déjà qu'il fallait remettre en cause l'AME. Moi, je suis très à l'aise. J'ai gagné en 2022 contre un candidat LFI. On a vu les lois sur l'immigration que vous avez fait. On a vu les discours de M. Retailleau. Je veux dire, la course derrière les idées d'extrême droite, vous la menez depuis le début de cette mandature. Pas horizon, on ne court pas après les idées de l'extrême droite et on sait garder la tête froide. Enfin, là-dessus, j'ai pas de sujet. Vous n'avez pas le sentiment que Retailleau court derrière les idées d'extrême droite ? Retailleau, c'est pas mon parti politique. Vous êtes solidaire. C'est quand même le gouvernement sortant. C'est amusant de vous regarder tous les trois parce que Brian Masson est au milieu et il semble compter les points. Non, mais parce que, sincèrement, moi, la question que je me suis posée avant de venir sur ce plateau, quand j'ai vu le thème de l'émission, et auquel j'ai évidemment accepté de venir avec grand plaisir... Parce que vous connaissez le titre de l'émission. Mais exactement. C'est chaque voix compte. Exactement. Mais c'est surtout sur la thématique, sur la place du RN. Moi, je me mets à la place, pardon, mais au-delà du Rassemblement national, mais des Français qui nous regardent et qui se disent, mais sincèrement, on en est encore là. On en est encore là à se poser la question si les électeurs du Rassemblement national sont des citoyens ou des sous-citoyens et si leurs représentants à l'Assemblée nationale... C'est pas la question qu'on pose ce soir, attention. C'est ce que j'entends de la part de Mme Simonet. Mme Simonet, en fait, elle est en train d'accuser le Rassemblement national de tous les maux de la terre, sauf qu'elle a oublié une chose, c'est que des millions de Français sont allés voter pour nous. Et c'est pour cela que nous siégeons à l'Assemblée nationale. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous sommes dans cet hémicycle et que nous débattons. Et ça n'a pas l'air de gêner, excusez-moi, mais l'ensemble des parlementaires de pouvoir travailler et débattre, même si on est en désaccord, même si on a des profonds désaccords, mais pour l'intérêt du pays. Et donc je me mets à la place des Français qui nous regardent ce soir et qui se disent mais sincèrement, on a un pays à redresser et on est en train d'assister à savoir si des Français ou pas doivent être considérés comme des citoyens ou des sous-citoyens, parce qu'il est là la question. Et puis Madame Simonet, le seul deal, pardonnez-moi, que j'ai vu ces derniers mois, c'est le deal que vous avez passé avec les macronistes pour nous chasser de nos postes à responsabilité au sein de l'Assemblée nationale. C'est Gabriel Attal et vous qui avez passé un accord pour dégager les deux vice-présidents du Rassemblement national. Vous parlez des élections de l'année dernière. Mais bien sûr, c'est le seul deal qu'on a pu voir. Le seul deal. Mon premier engagement, de que je me souvienne, c'est contre l'extrême droite. Et toute ma vie, je l'engagerai dans le combat contre l'extrême droite. Je vais vous dire. Je vous félicite. Là, l'urgence dans le pays, par exemple. Mais quel est l'enjeu moral sur le fonctionnement de l'Assemblée nationale ? L'urgence dans le pays, c'est pas de banaliser l'extrême droite qui veut pointer du doigt et faire croire que le problème c'est l'immigration, que le problème c'est l'aide médicale d'État, comme si les microbes reconnaissaient Madame Simonet, c'est les Français qui ont tranché ça en votant pour nous. La bataille, elle va être, laissez-moi parler. Gagner les élections et on n'en serait pas là. La bataille, elle va être, par exemple, de faire enfin taxer les riches. Par exemple, que la taxe Zuckman, qui a été portée par ma collègue Clémentine Autain et Eva Sass, et
une loi qu'on a fait adopter à l'Assemblée nationale. Quel rapport avec les instances dirigeantes de l'Assemblée nationale? Vous allez être les alliés. Rapport avec le débat de ce soir, Madame Simonet? Vous allez être les alliés de ce qu'on appelle encore le bloc central pour contrer toutes ces mesures qui tapent les ultra-riches. Moi, j'ai une dernière question à tous les trois. Vous êtes le marchepied, vous êtes ceux qui peuvent aider clairement la Macronie qui est en situation de crise politique. Et vos amis socialistes, moi, j'ai une dernière question à tous les trois. Pardonnez-moi, mais l'heure tourne, il est 20. J'ai une dernière question à tous les trois. Ces élections, on va les suivre évidemment sur LCP. Il y a aussi Sébastien Lecornu qui va les suivre de près, ces élections. Yael Braun-Pivet lui aurait demandé de lui fournir les noms de son futur gouvernement pour que ce ne soient pas des personnes élues au bureau. Est-ce qu'il faut considérer que les noms des vice-présidents de demain ne seront pas des noms du gouvernement d'après-demain? Je ne sais pas quoi répondre à votre question. Parce qu'il faudra revoter. Non, oui, et d'abord, et en quoi quelqu'un qui serait élu vice-président ou vice-présidente demain pourrait être exclu d'un éventuel poste au gouvernement? Enfin, pour moi, c'est deux logiques très différentes. Et si on doit revoter la semaine prochaine, c'est pas très grave, ou dans 15 jours, c'est pas très grave, on l'a déjà fait. Quand Annie Genevard est partie au gouvernement, on a revoté, on n'en est pas mort. Non, mais je pense que, enfin, je ne sais pas d'où sort cette règle, je ne sais pas si réellement elle s'applique. Bon, je vous rassure, la question ne se pose pas pour nous, parce que nous n'entrerons pas au gouvernement. Voilà, je vous le dis ce soir. Eh bien, en tout cas, merci à tous les trois d'avoir été avec nous ce soir pour essayer de parler de ce sujet des élections demain et après-demain, donc au bureau de l'Assemblée nationale, élection que l'on suivra évidemment dans Chaque Voix compte et sur LCP demain. Merci à tous les trois. Tout de suite, c'est Bourbon Express avec Valérie Brochard. Le journal de l'Assemblée nationale avec Valérie. Bonsoir Valérie. Bonsoir Adeline. On commence avec un visiteur, tiens, à l'Assemblée nationale. Gabriel Zucman était là. Mais oui, vous en parliez à l'instant avec vos invités. C'est l'économiste star dont la France entière entend parler depuis des semaines. C'est l'auteur, l'inventeur de la taxe à 2% pour les patrimoines de plus de 100 millions d'euros. Et je peux vous dire que le président du groupe Lyot ne boude pas son plaisir d'avoir décroché un entretien avec lui. Regardez. Il y a de secret pour personne que M. Zucman et sa mesure intéressent beaucoup de gens aujourd'hui. Le groupe va donc le recevoir et écouter cette proposition de manière précise. Alors, de secret pour personne, enfin si, parce que cette réunion s'est tenue à huis clos. Laurent Pagny-Fous tenait à recevoir Gabriel Zucman pour mieux préparer son rendez-vous avec le Premier ministre qui se tiendra jeudi prochain et peut-être soutenir avec son groupe cette taxe très populaire. Suspense. À l'Assemblée nationale également aujourd'hui, il y avait une table ronde sur l'affaire Le Squarnec. Oui, la commission des affaires sociales, Adeline, organisait cet après-midi une table ronde d'acteurs de la santé sur l'affaire Joël Le Squarnec, ce chirurgien condamné à 20 ans de réclusion pour viol et agression sexuelle sur 299 victimes commis de 1989 à 2014. Les députés se sont emparés de cette terrifiante affaire pour interroger les défaillances du système, le rôle des différentes instances sanitaires. Et pour le président du Conseil national de l'Ordre des médecins, l'émotion est encore vive. Des faits d'une telle atrocité, sur un temps si long, préjudice d'un nombre si important de victimes, constitue, soyez-en tous assurés, une réelle déflagration qui a ébranlé durablement et qui ébranle durablement l'ensemble des médecins, au premier rang duquel l'Ordre des médecins. Alors ces auditions, elles permettent à la représentation nationale de faire une sorte d'audit de la situation pour mieux comprendre les freins qui ont empêché de stopper cette atrocité plus tôt. Les députés pourront éventuellement par la suite proposer de modifier certaines règles, proposer des textes pour améliorer la transmission de l'information, faire remonter plus vite les alertes. On en vient, Valérie, au scandale de la présidence de la commission d'enquête consacrée au lien entre représentants politiques et réseaux terroristes. Mais oui, Adeline, l'histoire ne date pas d'hier, mais je vais vous la faire courte, promis. Il y a 6 mois, Laurent Wauquiez, le patron des députés droite républicaine, lançait une commission d'enquête sur les liens présumés entre la France insoumise et les réseaux islamistes. Rien que ça. Les députés se sont opposés à l'exposé de ces motifs qui s'est donc transformé en lien entre représentants politiques et réseaux terroristes, en résumé, vous l'avez dit. Et la droite, occupant déjà le poste de rapporteur, eh bien, il fallait donc trouver un président pour mener l'enquête, un ou une présidente issue de l'opposition. C'est la règle. Le groupe d'Éric Ciotti ou le Rassemblement national ont donc été contactés, mais sans grand résultat. En revanche, Aymeric Caron, député La France Insoumise de Paris, était libre et donc s'est porté candidat.
Et vous avouerez qu'un président LFI pour enquêter sur LFI, c'est assez truculent. Mais surtout, ça n'arrange pas les affaires de Laurent Wauquiez qui avait déjà repoussé l'élection de la présidence de cette commission, reportée à aujourd'hui. Aujourd'hui, mais ça c'était avant de réaliser qu'il n'y avait que le député LFI Aymeric Caron qui se présente encore et toujours. C'est pourquoi la désignation du président a encore été reportée. Un véritable scandale pour Aymeric Caron. Alors maintenant c'est nouveau, c'est quand le vote qui va avoir lieu et dont on devine le résultat ne plaît pas, ben carrément on l'annule. Donc là on est vraiment dans le mépris, le déni le plus total de nos institutions. Donc la question que je me pose aujourd'hui, c'est de quoi a peur Laurent Wauquiez? Qu'est-ce qu'il craint avec cette possibilité d'une présidence insoumise? Ils ont des choses à cacher apparemment chez les Républicains. Frédéric Valletoux, vous savez de quoi peut avoir peur Laurent Wauquiez dans cette histoire? Non, j'avoue, toute cette affaire me semble un peu mal emmanchée et très bizarrement menée. Bon, voilà. Il faut laisser Aymeric Caron tout seul présider cette commission? Non, mais bon, Laurent Wauquiez a lancé quelque chose, il faut qu'il aille au bout maintenant. Voilà. Il faut aller jusqu'au bout de la démarche, Daniel Simonet. C'est un peu l'arroseur arrosé pour Laurent Wauquiez? Complètement. Enfin voilà, franchement, c'est lamentable. Rendez-vous le 7 octobre, hein, c'est ça? Exactement, c'est le 7 octobre que l'on connaîtra peut-être enfin l'identité de celui qui présidera cette commission. Et on parle maintenant du Rassemblement national qui démarre cette nouvelle session ordinaire avec une proposition de loi. Oui, c'est le député de Moselle, Laurent Jacobelli, qui pendant ses vacances a eu une idée et pour la présenter, eh bien, il s'est lancé ce matin dans une petite devinette. Savez-vous où en France on peut assez facilement faire du karting, profiter de massages, s'initier au poney ou à la danse country? Vous auriez pu légitimement penser au Club Med, mais il s'agit, hélas, des prisons françaises. Des cours d'anglais, oui. Des cours de poney, non. Alors le député d'extrême droite précisera que la proposition de loi sera déposée pour interdire toutes les activités collectives à caractère ludique ou récréatif sans lien direct avec l'objectif de réinsertion sociale ou professionnelle. Daniel Simonet, il y avait déjà eu la polémique Colantes à l'été 2022 dans la prison de Fresnes, la polémique du surf thérapeutique cet été. Alors moi j'ai appelé l'observatoire des lieux de privation de liberté et dans leur dernier rapport d'activité, eh bien, ils pointent surtout le manque de surveillants. Il manquerait 7000 surveillants dans les prisons. Est-ce qu'il n'est pas plutôt là le véritable problème? En fait, il y a des conditions dans les prisons, les conditions carcérales sont montrées du doigt par toutes les institutions internationales de défense des droits de l'homme. Enfin, je veux dire, c'est gravissime. On est dans des situations de dégradation, de non-respect de la dignité humaine. En tant que parlementaire, on a la possibilité de visiter les prisons, absolument. Ces lieux de privation de liberté. On sait bien qu'il y a un grave problème. Alors, il y a à la fois un problème en termes de recours trop systématique à des placements en prison sur des cas qui ne devraient pas en relever. Voilà. Et qui débordent aujourd'hui, du coup. Surpopulation carcérale qui ne résout strictement rien. Ensuite, on a donc une difficulté à la fois de recrutement et de rémunération du personnel qui n'est pas à la hauteur. Voilà. Et franchement, enfin, je veux dire... c'est quoi le projet qu'on a de société? Enfin, je veux dire, heureusement qu'on essaye de faire en sorte qu'il y ait des activités en prison pour que les personnes puissent, par la suite, être accompagnées vers l'insertion. Ce qui manque aujourd'hui, c'est de mettre vraiment les moyens aux associations qui travaillent sur les projets de réinsertion. Et de réhabilitation. On veut une société où, finalement, ceux qui sortiront de leurs années de prison seront incapables de se réinsérer dans la société. Ouais. Donc, on se retrouve avec l'extrême droite qui dit tout et n'importe quoi pour faire croire que ce le droit de réagir dans nos prisons. On sait pertinemment que ce n'est pas le Club Med dans nos prisons. Hein. Et d'ailleurs, demandez à Sarkozy s'il est ravi d'aller en prison. Je crois que si c'était le Club Med, il serait ravi. Or, il sait très bien que ce n'est pas le Club Med, même si je suis persuadée que les conditions pour un ancien président seront différentes. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Brian Masson? Écoutez, si la proposition de loi de M. Jacobelli et sur son exposé des motifs, elle est excusez-moi, mais il n'y a rien à redire. Oui, est-ce qu'on fait du poney en prison? Mais ça n'existe pas, ça. Mais si, ça existe. Enfin, franchement, nous, nos parlementaires, ils visitent des prisons. Et il y a ce problème d'atelier ludique qui pose une vraie... Excusez-moi, je vous ai pas coupé, c'est une fâcheuse manie de couper les gens. Il y a vraiment ce problème, sincèrement, d'activité
en dehors du cadre de la prison. Mais il y a l'autre problème dont on ne parle pas et que nous évoquons, et on sait heureusement qu'on n'est pas les seuls, c'est sur les moyens dans nos prisons. Aujourd'hui, il y a des agents pénitentiaires qui ont du mal à avoir un micro-ondes qui fonctionne. Déjà, ils sont en sous-effectif, mais ils ont déjà du mal à avoir une qualité et un encadrement professionnel qui est difficile. Donc, sincèrement, il faut un vrai débat sur les prisons. Donc, on espère qu'un jour, il aura lieu. Merci à tous les trois, en tout cas, d'avoir été ce soir dans Chaque Voix compte. Nous revenons demain à 19h30. Dans un instant, c'est Débat Doc avec Jean-Pierre Gracien. Passez une excellente soirée. À demain.